Bonsoir, bonsoir. Je vous en prie, prenez place. On va pas tarder à commencer. Encore 2-3 minutes. Ouais. Allez-y, je vous en prie. C'est bon, tout le monde est rentré. Allez, on va démarrer, ça fera venir les retardataires. Donc, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir. Moi, je suis Romain Canler, je suis le directeur général de l'agence du don en nature. Alors, on n'a bien sûr pas la même notoriété que nos prestigieux partenaires ce soir, l'Université de Dauphine et l'ADEME. En 2 mots, l'agence du don en nature, c'est une association d'intérêt général qui existe depuis 15 ans et qui lutte contre la précarité et la pauvreté en collectant de grandes quantités de produits non alimentaires auprès des entreprises pour les redistribuer à des associations de lutte contre l'exclusion et la précarité. Donc on collecte des produits auprès de 250 entreprises environ chaque année. On collecte 11 à 12 millions à peu près d'unités de vente consommateurs chaque année. Et on les redistribue à environ 1800 associations sur l'ensemble du territoire. Des associations qui vont ensuite les distribuer à des personnes qui sont en situation de pauvreté, de précarité, des personnes qui n'ont pas accès à ces produits d'hygiène, à ces produits d'entretien, à ces jeux, ces jouets, ces équipements de la maison. Tous ces produits qui contribuent, qui concourent à avoir une vie dite normale dans une société de consommation telle que la société française de ce début du XXIe siècle. Donc on est avant tout une association opératrice et on a développé il y a quelques années, notamment en prélude à la loi anti-gaspillage économie circulaire, une action de plaidoyer. Alors, le plaidoyer, c'est le mot poli pour les associations qui veut dire lobbying, en fait, visant notamment à faire reconnaître la notion de précarité matérielle dans le Code d'action sociale, visant notamment à faire de l'anti-gaspillage, en tout cas de cette fameuse loi anti-gaspillage économie circulaire, un outil de solidarité et de lutte contre la pauvreté. Et c'est ce qui nous a amené à l'époque à rencontrer l'Université de Dauphine et notamment Valérie et également l'ADEME bien entendu ces dernières années. Et donc on a collaboré ensemble et c'est ce qui nous amène aujourd'hui ce soir. Je ne serai pas plus long parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Je pense que c'est notre hôtesse Pauline de la Fondation qui va prendre la parole justement pour nous expliquer un petit peu cette démarche de l'initiative de recherche, son cadre en tout cas. Merci Romain. Alors moi j'ai des petites notes parce que je suis moins habituée à cet exercice. Non mais c'était effectivement avec un grand plaisir qu'on est là aujourd'hui pour le lancement de cette initiative de recherche. Et voilà, je souhaitais au nom de la Fondation Dauphine vous dire à quel point on était ravis de ce lancement aujourd'hui et que ce travail qui est fait pour explorer les voies de la sobriété et de la justice sociale qui sont véritablement 2 piliers sur lesquels on peut estimer pouvoir bâtir un avenir plus juste et plus durable, et bien forcément ça s'inscrit totalement dans les missions de la Fondation Dauphine et dans ce que l'on souhaite faire avec la Fondation. On est certain que grâce à l'excellence de nos chercheurs et de tout notre écosystème, l'ensemble de ces recherches vont avancer sur des actions très concrètes et peut-être même des changements significatifs qui nous permettront bien de vivre ensemble, peut-être de façon meilleure. Donc, comme je vous le disais, ça s'inscrit vraiment dans les missions de la Fondation et c'est vraiment très heureux que cette initiative aujourd'hui puisse voir le jour avec 2 partenaires que sont l'Agence du don en nature et l'ADEME. 2 mécènes pour la Fondation. Voilà, je crois qu'on peut aussi dire ce mot, même si c'est plutôt d'habitude l'Agence du don en nature qui elle-même trouve des mécènes. Et moi, je trouve que c'est vraiment très original et très spécifique et que ça a une saveur encore plus forte pour la Fondation aujourd'hui d'avoir une agence publique et une association qui viennent s'associer aux missions de la Fondation pour lancer cette recherche. Bien entendu, au sein de l'Université Paris-Dauphine, qui a cet engagement très fort auprès de son programme Dauphine Durable, qui est porté par Arnaud Mias, le vice-président de l'université. Alors rapidement, la Fondation Dauphine, elle a vraiment cette action pour la promotion, la recherche et l'éducation dans l'enseignement supérieur. Elle existe depuis 15 ans. Elle vient appuyer des projets qui sont relativement innovants et qui ne pourraient pas voir le jour sans le soutien des mécènes entreprises, mais aussi des alumni ou des parents d'élèves
ou même d'autres soutiens qui peuvent exister. Depuis 15 ans, on a pu collecter environ 45 millions d'euros pour venir soutenir les projets de l'université. Alors, ces projets sont divers et variés. On vient soutenir, bien entendu, de façon très forte la recherche et l'innovation avec des chaires ou des initiatives de recherche ou des cercles. Voilà, ça peut prendre un peu plusieurs formes et plusieurs typologies de dénominations, mais c'est bien ce qui nous anime aujourd'hui. Ça peut être aussi des initiatives dans l'entrepreneuriat, dans la mobilité internationale, avec des soutiens aux bourses pour des étudiants. Et on a également une action très forte dans le logement étudiant, avec des résidences que la Fondation a achetées et qu'elle met à disposition des étudiants de Dauphine. Voilà, donc ça s'inscrit également dans un programme qui est le programme Égalité des chances, également soutenu par la Fondation. Donc pour finir, je voulais vous redire à quel point on était très reconnaissant à nos mécènes pour cette initiative, pour ce partenariat et pour cette vision qui vont venir permettre d'explorer de nouvelles frontières et de promouvoir, j'espère, des idées audacieuses. Et enfin, un grand merci et bravo à Valérie qui a porté ce travail avec volonté et conviction depuis de nombreux mois. Et voilà, lui redire à quel point nous sommes fiers d'être associés à cette initiative et à l'université. Merci. Merci Pauline. Avant de passer la parole à Valérie qui effectivement va nous expliquer de quoi il retourne avec cette initiative de recherche sobriété matérielle et justice sociale, un petit mot simplement sur le déroulé. On a essayé d'avoir un temps assez condensé puisque vous n'êtes pas toutes et tous des Parisiens, donc certains doivent penser à repartir pas trop tard. Ce qui est intéressant aussi ce soir, c'est la diversité des publics, du public, de qui vous êtes, puisqu'il y a bien sûr des étudiantes et étudiants de Dauphine, des membres du corps enseignant, du corps de recherche, de Dauphine ou d'ailleurs. Il y a des représentants d'entreprises, il y a des représentants d'organisations professionnelles, il y a des représentants d'associations. Donc c'est quand même un aéropage assez varié, et ça c'est plutôt intéressant, je trouve, de partager justement entre nous ce soir. Donc Valérie va nous expliquer vraiment en détail le contenu, les ambitions, le projet qui sous-tend cette initiative de recherche sobriété matérielle et justice sociale. L'ADEME, et en l'occurrence Marianne ici présente, et moi-même, on rappellera pourquoi on a souhaité s'engager, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui nous a poussé effectivement à poursuivre. Aux côtés de Valérie, notre engagement est à le concrétiser sur cette initiative de recherche. On aura une petite intervention aussi du CREDOC qui est en train de réaliser l'une des premières études au titre de cette initiative de recherche. Puis on aura des témoignages d'étudiantes en l'occurrence qui ont travaillé sur le sujet ou qui travaillent sur le sujet. Puis on conclura avec le vice-président qui nous dira aussi pourquoi au titre de Dauphine durable c'était important d'inscrire cette initiative de recherche dans le panorama général de Dauphine durable. Et puis, bien entendu, on aura un temps d'échange à l'issue. Donc, vous pourrez, bien entendu, poser les questions aux personnes que vous souhaitez. Et vous pourrez également ensuite rejoindre la salle au fond du couloir pour une petite collation, comme on dit, si vous souhaitez partager un petit verre avec nous et continuer les échanges. Ça sera avec plaisir. Et ça sera jusqu'à 21h, je crois. Là, je parle sous le contrôle des... voilà. Bon. Valérie, je t'en prie. À toi l'honneur. Merci. Alors, oui, il fonctionne parfait. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais peut-être rester assise, en fait, pour une fois. Je veux que tout le monde se lève, mais moi, je vais rester assise. Écoutez, déjà, je tiens particulièrement à vous remercier très chaleureusement d'être nombreux et nombreuses ce soir à être venus à cette soirée de lancement de l'initiative de recherche qui me tient particulièrement à cœur. Et je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes. Voilà, donc là, je vais un peu présenter, en effet, comme l'a dit Romain, pourquoi en fait une initiative de recherche sur la sobriété matérielle et la justice sociale. Et puis, je finirai par les remerciements. Au lieu de commencer par les remerciements, je finirai par les remerciements. Voilà. Écoutez, moi, pour celles qui ne me connaissent pas, parce qu'effectivement, je ne connais pas tout le monde dans cette salle, moi, je suis donc Valérie Guillard, je suis enseignant-chercheur ici à Dauphine. Mon champ de rattachement, c'est la science de gestion et plus particulièrement le marketing. Voilà, donc peut-être que ça peut être un peu curieux de par la thématique, mais je vais vous expliquer un petit peu effectivement pourquoi effectivement ce choix et pourquoi en effet le titre de cette initiative de recherche.
En fait, je vais structurer ma présentation en 2 points. Le pourquoi et le comment, ça va être très simple. Pourquoi en fait cette initiative de recherche aujourd'hui, et puis comment on pense en fait travailler avec les différents partenaires. Donc comme ça vous a été dit, ADN, ADEME et la Fondation Dauphine. Alors pour le pourquoi en fait, je vais peut-être Pauline, non, ou Romain, si tu peux juste mettre le slide juste après. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous expliquer ma trajectoire de recherche que j'ai symbolisée en 4 ouvrages. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'avancée entre guillemets de la réflexion sur ces thématiques-là. Donc moi j'ai commencé en fait ma carrière d'enseignant-chercheur via une thèse sur l'accumulation d'objets et plus particulièrement sur la tendance à tout garder. C'est-à-dire en fait je me suis posé la question selon laquelle pourquoi on accumule et pourquoi on garde des objets dont on n'a pas l'utilité. Donc ça, il y a entre guillemets, une grosse dizaine d'années que j'ai soutenu ma thèse. Et voilà, donc là, c'était le premier pas en fait sur ces thématiques-là qui, à l'époque, alors aujourd'hui, ça paraît une thématique relativement, j'ai envie de dire, actuelle, etc. Mais à l'époque, en fait, enfin à l'époque, excusez-moi, c'est pas non plus 150 ans, mais quand même, il y a quand même quelques années, parce que les choses évoluent très vite. Donc, c'était en marketing. Voilà, j'ai eu la chance vraiment d'avoir un directeur de thèse extrêmement ouvert sur ces thématiques. Et puis après, en fait, j'ai continué. C'est-à-dire que donc moi, ce qui m'a passionné, si vous voulez, c'est le rapport aux objets. Et en fait, au-delà du rapport aux objets, c'est notre rapport à autrui et le rapport au monde par l'analyse des objets. C'est-à-dire qu'est-ce que ça révèle de l'individu, qu'est-ce que ça révèle aussi de la société, le fait de se comporter de telle ou telle façon avec les objets. Donc ça, c'est ce qui me passionne en fait dans l'étude, dans ce que j'étudie. Et puis après, en fait, j'ai construit ma pelote de laine, on va dire, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis quand même sur une tête d'épingle et j'en sors pas. Donc, je me suis intéressée avec différents co-auteurs, et ça, c'est vraiment l'ouvrage plutôt sur la boulimie d'objets, à différentes pratiques. Donc, déjà, pourquoi on en achète, certes, pourquoi on en achète d'occasion, mais aussi pourquoi on les donne, pourquoi on les vend, pourquoi on les met sur le trottoir. Parce qu'en fait, quand on met des objets sur le trottoir, il faut aussi se dire qu'on en prend aussi. Donc voilà, on se débarrasse, mais on en reprend, donc on accumule. Bref, toutes ces pratiques-là, voilà, je les ai étudiées via différentes méthodologies qualitatives ou quantitatives. Et puis, en fait, là aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la circulation des objets via le marché, mais aussi en dehors du marché. C'était intéressant de voir qu'il y avait une circulation des objets qui n'était pas marchande, qui n'était pas dans le marché, mais qui échappait complètement au marché. Donc ça, c'était aussi intéressant de voir. Et puis de voir qui prend les objets qui sont sur le trottoir, qui ne les prend pas, qui se cache pour le faire, etc., etc. Et puis ensuite, dans toute cette réflexion, il y a quand même deux mots qui sont revenus d'une façon très régulière dans mon parcours de recherche, c'est le mot gaspillage et le mot de sobriété. Il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que j'ai même relu, moi je suis toujours amoureuse de ma thèse, excusez-moi, c'est peut-être très narcissique, mais j'adore encore ma thèse, je la regarde, voilà, bon, je pense que c'est un peu une névrose en fait, je pense, mais bon. Et en fait, j'ai encore relu la conclusion de ma thèse, et dans la thèse, effectivement, j'avais mis en conclusion que tout ça participait à la sobriété. Mais en fait, à l'époque, encore une fois, il y a 10, 12, 13 ans, le mot sobriété n'était pas du tout employé. Si on vous disait que vous êtes sobre, vous pensez tout de suite à l'alcool, pas du tout à la consommation matérielle, ni à l'énergie, ni quoi que ce soit. Et en fait, je pense que ce concept de sobriété, je pense que je l'ai toujours... voilà, ça m'a toujours habité, mais on n'en parlait pas, il n'était pas du tout médiatisé. Un peu la sobriété énergétique quand même, avec Négawatt, mais voilà, ce n'était pas autant médiatisé évidemment qu'aujourd'hui. Et puis le mot gaspillage, effectivement, est arrivé aussi, arrive très souvent dans le discours des gens. Et donc là, c'est effectivement le 3e ouvrage, qui est, là aussi, c'est 12 ouvrages collectifs, sur le gaspillage des objets. Et là, j'avoue que cet ouvrage, c'est là où j'ai eu, entre guillemets, l'intuition de cette initiative de recherche. Donc oui, c'est quand même 2019, donc ça a mis encore un petit peu de temps. Et en fait, sur le pourquoi, pour plein de raisons, au niveau des gens qui ont participé à cet ouvrage. En fait, dans cet ouvrage, et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de refaire aussi dans l'initiative de recherche. Je m'explique. Dans cet ouvrage, en fait, vous avez des étudiants qui ont écrit, vous avez des enseignants-chercheurs, vous avez des associations en fait qui ont pris la parole. C'est-à-dire qu'il y a plein d'associations qui ont pris la parole, notamment Emmaüs, Halte à l'obsolescence programmée, ADN, et on va y revenir. Le REFER, c'est une association qui fédère toutes les recycleries de Paris, ressourceries, recycleries de Paris. Et en fait, allez-y, je vous en prie.
dans cet ouvrage en fait, et aux associations caritatives, je leur avais posé une question. Je leur avais dit, mais finalement, voilà, vous qui dépendez entre guillemets du gaspillage, parce qu'en fait c'est ça en fait, hein, certaines associations dépendent du résidu, c'est-à-dire de ce qu'on ne consomme pas, de ce qu'on n'achète pas, etc. Mais comment vous vous situez? Et ça, c'est 2019. Voilà. Comment vous vous situez par rapport, et comment vous voyez l'avenir par rapport effectivement à cette question? Et je pense que c'est cette question qui m'a vraiment... je me suis vraiment dit, bah, ok, c'est bien de vouloir un monde sobre, c'est bien de vouloir un monde sans gaspillage, mais qu'est-ce qu'on va créer? Et comment en fait on peut penser le monde et de toutes les associations entre guillemets qui en découlent, voilà, si on a une société sobre en fait, et s'il n'y a plus de résidus. Voilà. Donc en fait ça a commencé comme ça, et ce qui est super, c'est que les associations vraiment ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'elles se sont projetées et dire bah voilà, effectivement comment on pourrait envisager le don d'objets par exemple, si voilà, il y a moins effectivement si on est dans un monde plus sobre. Dans ce livre aussi, on avait l'ADEME, donc on avait fait aussi tout un travail d'intelligence collective aussi pour travailler ensemble, donc plutôt un travail méthodologique, donc ça avait été aussi les premiers pas. Voilà, donc je pense que l'initiative de recherche, elle est vraiment, j'ai envie de dire, ancrée, où elle puise ses racines dans cet ouvrage-là et dans cette époque-là. Donc là, c'est 2019. Et puis bon, le dernier ouvrage, ça c'est plutôt, entre guillemets, mon éditeur, plutôt l'éditeur avec lequel j'ai l'habitude de travailler, qui m'a demandé un livre grand public sur la sobriété. Donc là, c'est pas du tout un livre universitaire. Donc là, ça m'a coûté de d'écrire 3 fois, parce que voilà, donc ça a été un peu compliqué d'ailleurs d'écrire pour le banc public, de faire des schémas, d'avoir des dessins, etc., d'être beaucoup plus vulgarisé. J'avoue que ça a été un petit peu une chose un peu compliquée. Voilà, donc ça c'est déjà un petit peu mon parcours et voilà comment ça s'inscrit dans mon parcours de recherche. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est vraiment le point culminant, puisque voilà, j'avais vraiment à cœur effectivement de travailler et de continuer à travailler sur ces thématiques avec des partenaires pour avoir en plus un vrai accès au terrain. Mais ça, je vais y revenir juste après. Alors, peut-être un petit point quand même sur la sobriété matérielle. Alors, dans cette initiative de recherche, je vais vous dire, attention, c'est ça, mais c'est pas ça, etc. Déjà, ce qui nous rassemble, ADEME, ADN et moi, ce sont les objets. Dans l'initiative de recherche, il n'y aura pas de gaspillage alimentaire, il n'y aura pas d'énergie, etc. Nous, c'est des objets matériels. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout étudier. Ce n'est pas possible. Et quand on étudie tout, ben, en fait, alors, le problème, entre guillemets, c'est de peut-être d'étudier que ça, mais au moins c'est d'aller en profondeur sur le rapport effectivement aux objets par différents, j'ai envie de dire, types de population. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça sera donc sur la sobriété qu'on a appelé matérielle. Alors, je donne une rapide définition, hein, ça va être très simple, c'est vraiment moins et mieux consommer. D'accord? Donc voilà, consommation responsable, c'est plutôt mieux consommer, sobriété, on ajoute aussi le moins. Où est-ce qu'on en est en fait? Juste un tout petit, mais vraiment en 2 minutes, un petit détour entre guillemets, pas théorique, mais un petit bilan d'où on est dans la littérature sur ces sujets-là. Alors en fait, il y a vraiment 3 angles. Il y a un angle consommateur, il y a un angle entreprise, bien sûr, et puis un angle association caritative. Au niveau du consommateur, et là c'est tous nos travaux, mais je parlerai un peu aussi de notre relation avec l'ADEME, voilà, parce que c'est une vieille relation. Je ne sais pas si ça se dit ça, non. C'est une ancienne, non, une relation de long terme. Voilà. Une relation de long terme. Donc du côté en fait du consommateur, il y a plusieurs angles. Là maintenant, il y a beaucoup effectivement d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur, j'ai envie de dire, les pratiques à l'égard des objets. C'est-à-dire que la sobriété matérielle aujourd'hui, elle est vraiment étudiée via les pratiques. Donc ça, c'est un angle qui est assez bien couvert, j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est-à-dire les pratiques, ça veut dire acheter d'occasion, ça veut dire donner, ça veut dire vendre sur Vinted par exemple, etc. C'est ça qu'on appelle les pratiques. Après, il y a un angle social. Angle social, je pense que ça va vous parler. Si demain vous voulez effectivement être dans des sobriétés des modes de vie et votre conjoint ne veut pas, votre belle-mère ne veut pas, vos enfants ne veulent pas, comment vous gérez ça? Donc il y a eu un premier article vraiment sur ces sujets-là, c'est l'article de Neil. D'ailleurs Neil, elle est en face de moi avec ses co-auteurs. Oui, c'est toi Neil qui a écrit ça, avec je pense Hélène, etc. Les deux Hélène, donc je ne sais plus. Bon, bref, en tout cas voilà. Neil a travaillé sur cet article-là, et puis c'est vrai que moi j'ai écrit un article sur effectivement la sphère sociale, c'est-à-dire comment on gère la sphère sociale quand on est dans ces démarches de vie, parce que c'est pas évident. Je sais pas, il va y avoir bientôt Noël. Comment vous allez gérer Noël et les cadeaux de Noël dans un peu plus d'1 mois si vous avez décidé ou si vous évoluez dans un mode de vie sobre. Donc ça, c'est un angle qui n'est pas totalement couvert, mais c'est un angle déjà qui a déjà été ouvert. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de travaux, enfin beaucoup. Il y a des travaux sur les imaginaires.
passionnants. Les imaginaires de la sobriété, donc il y a l'ADEME, vous avez aussi eu des travaux sur les imaginaires, mais il n'y a pas que l'ADEME. Il y a le Shift Project, je crois aussi, qui a sorti une étude sur les imaginaires liés à la sobriété. En tout cas, par rapport à tous ces travaux, ce qu'on connaît peu, au fond, c'est le moins. C'est le fait de quantifier ce moins. Et d'où il vient ce moins? Avec Marianne, on a eu un contrat il y a 2 ans sur les objets d'occasion. Et on s'est posé la question de savoir, avec d'ailleurs le CREDOC, avec le CREDOC et l'ADEME. Et on s'est posé la question de savoir, les objets d'occasion, c'est de la surconsommation ou c'est de la sobriété? Mais ça a été extrêmement difficile, en fait, à essayer de capturer ceux qui vraiment consomment moins via animer par la sobriété. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui à capturer. Et j'avoue que les métriques aujourd'hui ne sont pas encore très développées pour cette mesure-là. Voilà, donc ça c'est du côté effectivement du consommateur avec plein d'autres sujets, mais tout à l'heure je vous ferai un tout petit agenda très rapide de ce qu'on voudrait étudier, mais avec quand même cette question existentielle, j'ai envie de dire sur la sobriété, c'est très angoissant, 2, si on est dans une sobriété, qu'en est-il des emplois, etc. Qu'est-ce qu'on met au niveau de l'angoisse, c'est-à-dire que si on a des consommateurs qui sont angoissés, comment on les rassure? En leur disant qu'on va créer plus d'emplois, dans quel secteur? En leur disant qu'ils vont gagner en bien-être, oui, mais est-ce qu'ils nous croient? Il y a énormément encore de sujets effectivement à creuser pour passer à l'échelle. En fait. Au niveau en fait, des entreprises, alors ce n'est pas du tout l'angle de l'initiative de recherche, mais quand même pour faire un tout petit lien avec d'autres chaires qui travaillent sur ces sujets-là. Moi, je sais que je co-dirige avec Franck Agéry, qui est professeur de management aux mines, une thèse. Alors, il y a Benjamin qui je l'ai vu passer, mais je ne sais pas où est Benjamin. Voilà, pardon, Benjamin. Voilà, Benjamin, bonsoir Benjamin, qui travaille effectivement. Alors, je ne lui ai pas demandé de présenter sa thèse, donc je ne vais pas lui demander maintenant, lui donner le micro, ce serait un peu pas sympa. Mais en fait, il regarde vraiment l'articulation entre les business models et le consommateur. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir, avec l'initiative de recherche, faire des ponts avec d'autres chaires qui ont vraiment cet angle business model, qui n'est pas du tout l'angle qui est retenu ici, parce que justement l'objectif c'est pas du tout de tout faire, mais c'est de se mettre en lien avec effectivement d'autres dispositifs. Ce serait vraiment intéressant de savoir si les consommateurs ils perçoivent les business models sobres. Ouais, déjà, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là? Et s'ils les perçoivent, est-ce qu'ils acceptent, par exemple, de payer des produits plus chers, etc. Si je vous dis, je ne sais pas, la marque 1083, voilà, c'est quand même un business model relativement sobre. Est-ce que vous acceptez de payer vos jeans 150 €? À quelles conditions, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment Benjamin. Alors, il ne va pas forcément prendre, bien sûr, le secteur du textile, mais c'est vraiment, effectivement, la question, entre guillemets, qu'il pose. Du côté des associations caritatives, maintenant, et on y vient parce que c'est vraiment effectivement la présence aussi d'ADN, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si la question qui est importante, je pense que si avec les lois AGEC, il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui, et si effectivement on est sur l'absence de gaspillage, eh bien qu'en est-il des organisations qui en dépendent? Voilà. Comment elles vont, j'ai envie de dire, faire leur action, qui est absolument indispensable encore aujourd'hui, mais comment elles vont gérer en fait cette espèce d'équation. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment des réflexions qui vont être transversales au niveau de l'initiative de recherche. D'ailleurs, cette même question, elle se pose pour l'alimentaire. Alors nous, c'est pas du tout ce qu'on va étudier. Et il y a un livre là qui vient, je le mentionne juste parce que je trouve qu'il va faire vraiment le parallèle avec ce qu'on voudrait faire dans les sites de recherche, mais il y a Bénédicte Bonzi qui a sorti un livre, La France qui a faim. Et en fait, elle pose vraiment cette question justement du don alimentaire à l'aune de la transition écologique. Donc Bénédicte Bonzi, B-O-N-Z-I, je crois. Et vraiment, je trouve que... Alors, bien sûr, le rapport alimentaire, le rapport aux objets, c'est pas le même. D'accord, il y en a qui sont vitaux, il y a un rapport vital, l'autre qui est aussi, puisqu'il y a la précarité matérielle, mais c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, effectivement, je trouve que le parallèle est assez intéressant. Donc tout ça effectivement explique l'initiative de recherche en termes de théorie bien sûr, et puis qui vont être prolongées par des réflexions. Je vous en donne juste une parce que moi il y en a une qui m'obsède. Je me dis mais est-ce que finalement, tout à l'heure on en a parlé d'ailleurs avec Marianne et Romain, mais est-ce qu'il y a des bons et des mauvais objets? Par exemple, et sous-entendu, est-ce qu'il y a des bonnes catégories ou des mauvaises catégories? Je me dis, moi, l'unité d'analyse qui m'intéresse vraiment, et là je parle, mais on en a aussi parlé beaucoup avec Romain, moi c'est l'association caritative. C'est ce niveau d'analyse-là qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, en donnant, je trouve qu'elles ont une responsabilité immense, parce qu'en donnant des choses, elles créent une norme de consommation.
Et moi, ce qui m'intéresse, moi, je ne suis pas du tout spécialisée dans la pauvreté, précarité, ce ne sont pas mes sujets, et ce ne seront pas mes sujets. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'association caritative. C'est-à-dire quelle responsabilité elle a, et comment d'ailleurs les associations caritatives aujourd'hui, elles envisagent la question de la transition écologique. Est-ce qu'elles en parlent ou pas aux bénéficiaires? Est-ce qu'elles essaient de faire passer ou pas des messages? Tout ça, personnellement, je ne sais pas. Et je pense que c'est très variable, en fait, selon les associations. Voilà, cette année, moi, je vais faire travailler mes étudiants avec l'Armée du Salut. Voilà, c'est pareil, c'est encore une autre association, etc. Donc, je trouve que vraiment, ça, c'est des questions qui sont, à mon avis, vraiment importantes aujourd'hui à penser. Juste un point sur la justice sociale, parce que sinon je vais être trop long. Je vois que Romain commence à me regarder peut-être un peu de travers. Juste un point peut-être sur la justice sociale. Bon, pourquoi la justice sociale? Vous allez me dire pourquoi j'ai voulu accoler ce terme. Alors, c'est pas du marketing, on aurait pu le croire, mais la justice sociale, aujourd'hui, quand vous regardez les médias, vous dites on ne peut pas aujourd'hui travailler à la sobriété si on ne pense pas à la justice sociale. Ça me paraît assez oui, très bien, pourquoi pas. Mais par contre, on n'explique pas ce que c'est que la justice sociale, en fait. C'est très large, la justice sociale. Comment on appréhende, en fait, comment on l'appréhende, ce concept de justice sociale? Alors, bien sûr, il y a des théoriciens, etc. Je ne vais pas vous refaire ici. D'ailleurs, c'est vraiment des lectures qui sont passionnantes. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment comment la justice sociale peut éclairer, en fait, le concept de sobriété matérielle, en fait. Vraiment, peut-être rentrer aussi par la justice sociale, les théories, et notamment Amartya Sen, pardon, qui est un auteur quand même très connu. Parce qu'en fait, lui, ce que j'aime bien dans ses écrits, c'est qu'il ne parle vraiment pas d'un modèle théorique de la justice sociale, mais il parle vraiment des pratiques, il parle vraiment de l'action. Pour eux, voilà, pour lui, il faut vraiment que les gens aient la possibilité d'agir, en fait. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant et par rapport à nos discussions qu'on a souvent avec ADN, cette notion d'action. Et donc, moi, je me dis, je transforme ça en me disant, mais finalement, comment donner la capacité d'avoir un mode de vie sobre? Voilà. Enfin, là, c'est aujourd'hui le 15 novembre 2023, hein, ça va évoluer, mais aujourd'hui, voilà ce qui m'intéresse. Et quand je dis une capacité, c'est un accès mental, c'est un accès symbolique, c'est un accès, pourquoi pas financier d'ailleurs, aux objets. Alors, juste plus concrètement, et j'en ai bientôt terminé, les questionnements qu'est-ce qu'on va faire dans l'initiative de recherche? Déjà, on va développer un observatoire de la sobriété matérielle, avec effectivement, alors aujourd'hui, voilà, Marianne va nous parler des observatoires. Il y a des observatoires sur la sobriété, mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur la sobriété matérielle avec différents types de populations, pour le coup, représentatifs de la population française. Il va y avoir aussi un projet sur les valeurs. Alors, j'ai vu Valentin, voilà, Valentin va commencer dans son mémoire de recherche. Valentin, il est pardon, je parle pour vous, Valentin, mais il est en Master 2 développement durable, mais AID, option développement durable. Et en fait, voilà, il tient effectivement, et moi j'en suis ravie, à faire, ça va être le premier, voilà, c'est le premier mémoire qui va inaugurer une initiative de recherche sur la sobriété matérielle et les valeurs. Parce qu'en fait, quand on parle de justice sociale, mais là, je vais aller un peu vite, ce qui est hyper important, et Amartya Sen, il explique très bien cela. Voilà, si on veut effectivement essayer d'avoir une espèce d'imaginaire juste, eh bien, il faut regarder du côté aussi des valeurs personnelles, en fait. Qu'est-ce qui vous anime, en fait, quand vous faites effectivement quelque chose, qu'est-ce qui vous anime? Donc, en fait, voilà, Valentin va commencer sur les valeurs. Il va y avoir aussi un travail avec Kate qui est là, voilà, qui va intervenir tout à l'heure, sur justice sociale, sobriété, banlieue, ruralité, bon bref, beaucoup de choses. C'est pas encore défini bien sûr, peut-être via l'analyse des tiers-lieux, mais les objets dans les tiers-lieux. Donc voilà. Et il va avoir, alors pour l'instant effectivement, moi je vais continuer à travailler, je travaille pas trop en ce moment parce que voilà, mais bon bref, un peu sur le temps, le rapport au temps. Moi je pense qu'on peut pas parler de la sobriété si on n'envisage pas le rapport au temps et un autre rapport au temps. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est important. Et puis bien sûr un travail et des vraies réflexions sur le don d'objets. Parce que voilà, c'est aussi ce qui nous anime bien sûr avec Romain, parce que la présence d'ADN va nous permettre un vrai accès au terrain, et ça c'est quelque chose d'extrêmement riche.
en termes du comment maintenant. Donc là, j'ai dit le pourquoi, j'ai peut-être un peu trop parlé sur le pourquoi. Maintenant, le comment. Alors, le comment, la première... alors, le rêve. Je vous dis le rêve et puis la réalité. Le rêve, c'est essayer de créer une communauté. Une communauté, alors moi je vois 3 types de communautés qui vont bien sûr normalement se parler. Une communauté d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, parce que c'est notre métier, parce que c'est passionnant, parce qu'on crée du savoir, parce que etc. Une communauté d'étudiants, de jeunes. Moi je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas travailler sur ces sujets s'il n'y a pas de jeunes. Alors peut-être parce que je me sens vieillir et que je me sens un peu parfois déconnectée ou autre, mais bon, ça me paraît extrêmement important. Donc étudiants, mais après les étudiants quand ils vont partir, parce qu'ils partent heureusement, quelque part pour eux, ils se développent. Moi j'aimerais bien qu'on puisse discuter aussi avec des jeunes. Voilà, donc ça c'est une deuxième sphère. Et une troisième sphère, ce que j'aimerais beaucoup, c'est des associations caritatives. Voilà. Des personnes qui travaillent en association caritative, qui veulent réfléchir à ces sujets. Pourquoi ça? Parce que je pense que on ne peut pas faire sans, parce qu'on s'enrichit mutuellement. Et puis ça, c'est aussi des choses que j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié et beaucoup travaillé avec l'ADEME. Parce qu'en fait, avec l'ADEME, et je vous en parlerai juste après, on a beaucoup travaillé ensemble. Et aujourd'hui, dans les derniers contrats qu'on a pu avoir, mais j'ai presque envie de dire quasiment tous, on travaille beaucoup, c'est vraiment de la coproduction. C'est-à-dire qu'en fait, très régulièrement, on fait un point, et très régulièrement, avec plusieurs personnes de l'ADEME, et l'ADEME toujours parle de l'écho en fait de nos recherches et voilà nous conseille sur oui ça serait peut-être bien de creuser ça ou bien alors moi ça m'évoque ça, etc. Donc ça c'est quand même très précieux d'avoir ce retour et de pouvoir vraiment articuler terrain et recherche en fait, et ça c'est quelque chose qui est important. Donc ça c'est un premier. Alors pourquoi je dis que c'est un rêve? Parce que c'est très compliqué à animer. Je ne sais pas du tout comment ça s'anime. Et en plus on sait très bien qu'on est tous pressés par le temps. On sait très bien que si c'est pas rentable là comme ça tout de suite, on le fait pas, etc. Donc ça je sais encore pas comment ça va prendre de forme, mais ça va, j'espère, prendre forme. Et puis bien sûr comment avec différents partenaires. Alors je finirai là-dessus. Donc différents partenaires qui ont manifesté leur intérêt pour cette initiative de recherche. Donc bien sûr il y a l'ADEME. Je vous dis quand même mon historique avec l'ADEME. Donc l'ADEME, je travaille avec l'ADEME depuis après avoir soutenu ma thèse, donc depuis on va dire 2010-2011. J'ai travaillé sur, je vous fais court, mais déchets, circulation des objets, gaspillage, sobriété avec Nathan Benkemoun. Notamment et sobriété, et ça reste sur la sobriété, objet d'occasion, sur consommation, sobriété, pardon. Ce qui est super, c'est que ce travail continu me permet vraiment de très bien connaître l'ADEME, on sait comment on fonctionne, voilà, donc on sait comment on travaille ensemble, donc ça c'est super précieux. ADN, l'Agence du don en nature, je les connais depuis à peine une petite dizaine d'années pour le coup. Alors avec ADN, comme je ne travaille pas sur la précarité et pauvreté, j'ai jamais fait de projet de recherche avec eux. Par contre, je fais travailler toutes les années mes étudiants sur des sujets, et d'ailleurs Kate va nous les présenter pour cette année. Et c'est des sujets qui sont, vous allez voir, assez variés et qui sont beaucoup aussi au niveau donc, des associations caritatives, évidemment. Et puis, je suis ravie de travailler avec la Fondation Dauphine, avec Pauline, notamment avec la Fondation et Pauline. Avec la Fondation, parce que c'est la première. Donc, la Fondation, alors... vous allez comprendre pourquoi on rigole, mais la Fondation parce que c'est une vraie aide. Et là, je suis sérieuse, c'est une vraie aide. Je ferai dans mes remerciements, effectivement, je parle de la Fondation, mais pour moi et pour nous, c'est vraiment très aidant de dépendre de la Fondation. Et puis Pauline, c'est le petit clin d'œil sur la sobriété. J'en dirai pas plus, Pauline, parce que sinon, ça va un peu trop te mettre... mais bon, voilà, on se comprend. Voilà, mais tout à fait, c'est un travail et à chaque fois on a deux sphères, enfin on a deux temps avec Pauline, on a un temps perso et voilà, et puis on a un temps effectivement plutôt institutionnel. Et je suis extrêmement fière d'être à Dauphine, et ça depuis le premier jour. Voilà, moi je suis bien dans mon université, mais par contre je suis très très fière que l'université Paris-Dauphine ait créé un espace qui s'appelle Dauphine Durable. Parce que ça fait vraiment exister la thématique de la durabilité, peu importe ce que ça s'appelle pour l'instant, sobriété, transition écologique, etc. Et je remercie vraiment Arnaud d'être ici présent, qui va aussi dire tout à l'heure 2 mots sur Dauphine Durable, mais, et puis aussi Christine, je ne sais pas si elle est toujours là, Christine, je ne la vois plus du tout, mais voilà. Et en fait, on est épaulé par ces institutions-là, on existe, on est visible, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir des acteurs pour cette initiative de recherche. Pour conclure, parce que là, vous voyez, quand Romain il avance de 2 pas, c'est que ça devient très urgent de conclure. Donc, non, on se connaît bien, donc vous voyez, on peut tout à fait interpréter tous les signaux.
Je voulais, et ça, je sais que les remerciements, c'est toujours long, etc. Mais je voulais quand même prendre le temps parce que c'est précieux. Je voulais bien sûr remercier mes partenaires qui sont ici. Voilà. Donc Marianne, je redis Romain, et puis bien sûr Pauline, et sous l'égide voilà, d'Arnaud. Je voulais vraiment remercier, elle n'est pas là, mais je voulais vraiment la remercier, Nathalie Leroux de l'ADEME, qui a vraiment une vraie ingénierie parce que c'est pas toujours simple. Pas toujours simple, mais on y arrive. Je voulais vraiment remercier les services com donc de Dauphine, Valérie Boubal, de ne pas être ici, et Anaïs, je ne sais pas si elle est repartie, Anaïs, ou elle est toujours là, mais je ne pense pas elle a dû repartir. Les équipes aussi com de la Fondation. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais aussi remercier les équipes comme chez ADN. Alors, ce qui est bien dans l'initiative de recherche, c'est quand vous remerciez une Pauline, vous remerciez 15 personnes. Donc ça, c'est génial. Ça va plus vite. Je voulais remercier aussi les étudiants qui sont là en formation continue et en formation initiale, parce que j'en vois là au fond. Merci d'être ici. Mes doctorants, j'en ai vu aussi, et mes collègues qui sont venus là par sympathie. Donc je vous remercie beaucoup. C'est toujours très touchant de voir des collègues. Peut-être qu'ils veulent se convertir à la sobriété matérielle. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas quel signal je dois y voir. Mais en tout cas, voilà. Donc merci à vous tous. Et puis voilà, encore une fois, je suis vraiment ravie de pouvoir aujourd'hui construire une telle initiative de recherche. Je me tais. Je vais laisser Marianne et Romain expliquer pourquoi eux, ils sont intéressés par l'initiative de recherche. Voilà. Merci. Merci beaucoup Valérie. Bon, tu en parles de cette initiative de recherche avec un grand enthousiasme, une grande passion. Donc ça, c'est vraiment bien de pouvoir effectivement compter sur ton énergie, ton savoir-faire, tes connaissances sur le sujet. Nous, on était très contents de pouvoir initier ce mouvement avec toi. Justement, on va peut-être nous un peu dire pourquoi on s'est impliqué. Marianne, je te propose de commencer au titre de l'ADEME. Alors, sachant que l'ADEME, non seulement va nous dire pourquoi cet engagement à travers l'initiative de recherche que nous a décrite Valérie, mais on a aussi une forme de scoop de l'ADEME, puisqu'on aura un peu la primeur. Alors, la primeur, c'est plus ou moins vrai, mais en tout cas, il y a une campagne qui a été lancée hier qui est complètement dans le scope de ce que Valérie vient d'évoquer. Et je propose qu'on conclue les présentations par ça, Marianne, si tu veux bien. Donc en toute fin, on pourra diffuser le petit film de l'ADEME à l'issue de nos prises de parole successives et puis de celles des étudiants et des étudiants qui sont prévus. Ça nous fera une belle conclusion, je pense. Alors il faut appuyer sur le petit bouton rouge qui est en dessous. C'est bon. Très bien. 1, 2. Oui, vous m'entendez, c'est bon, d'accord. Merci pour votre expertise, Valérie. C'est un métier. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, Marianne Bloquel, je travaille effectivement à l'ADEME au service consommation responsable dans la direction économie circulaire. Et je travaille aussi plus globalement à l'animation de travaux sur la sobriété qui sont transversaux au sein de l'ADEME et qui vont au-delà du champ de la simple consommation d'objets. Donc, comme le disait Valérie, ça fait un paquet de temps qu'on travaille ensemble. Du coup, nous, à l'ADEME, il y a eu des travaux sur la sobriété énergétique. Je ne saurais pas vous dire dans quelles années, mais je pense déjà dans les années 80, même peut-être au temps de la première crise énergétique, on en parlait déjà. Et puis après, on a arrêté d'en parler. Et la sobriété autour de la consommation des objets, c'est quelque chose qui est arrivé, nous, à l'agenda, qu'on a recommencé à penser, un peu caché dans nos bureaux vers 2015. On a réussi à finalement lancer des études et sortir des rapports en 2019. Et à l'époque, on nous disait « mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas parler de ça, personne n'est prêt à entendre ça, on peut pas en parler ». Et vous verrez tout à l'heure que les temps ont quand même changé. Voilà. Donc, à l'ADEME, pour peut-être pas reprendre l'historique des travaux qu'on a pu faire ensemble, en fait, donc on a, nous, l'ambition à l'ADEME de permettre une transition écologique qui soit à la fois sobre et juste. Et je le dis parce que le « et juste », il est assez récent, en fait, pendant de nombreuses années. Donc l'ADEME existe depuis 1992. Et alors ça, c'est, attention, là, on en dévoile, je ne suis pas là. Et du coup,
Ça marche, ouais. Et du coup, depuis 1992, l'ADEME existe et le côté, la question est juste, c'est quelque chose qui n'a que quelques années en fait. Donc on est un petit peu nouveau à l'ADEME à réfléchir, à combiner à la fois cette question de transition écologique et de justice sociale. Et effectivement, on a plusieurs axes de réflexion pour le faire. Et du coup, cet observatoire va tomber en fait dans cet éventail de réflexion qu'on peut avoir actuellement. Donc notamment, on soutient des travaux sur le donut. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, ce sont des travaux où il y a le plancher social, où vraiment on va lier ce côté social, besoins fondamentaux, avec un plafond environnemental. Voilà, c'est quelque chose qui commence à venir, qui commence à être outillé. C'est un exemple. Mais voilà, on n'a pas forcément quelque chose un message encore très structuré, mais on explore et on travaille. Jusqu'ici, les choses sont plutôt pensées d'un côté le social, de l'autre côté l'environnement. On est vraiment sur un chemin en ce moment d'essayer d'arriver à lier les deux et à construire un discours cohérent sur les deux. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à l'ADEME, dans notre métier ADEME, alors je ne vous redis pas ce que fait l'ADEME, hein, mais on travaille sur un peu beaucoup de thématiques, donc de l'énergie, en passant par l'alimentation, le bâtiment, l'aménagement, les transports, voilà, et moi plus effectivement la consommation. Et dans tous ces domaines, en fait, on va à la fois soutenir de la recherche, que ce soit de la recherche technologique et aussi de plus en plus de la recherche en sciences sociales. Notamment, on a un appel à propositions pour les thèses. L'année dernière, je crois que dans les candidatures qu'on a reçues, on avait la moitié de propositions de thèses en sciences sociales. C'est absolument énorme. Alors que historiquement, on avait plutôt des sens de la recherche en technologie et puis avec un petit peu de sciences sociales. Et la part des sciences sociales, c'est aussi quelque chose qui monte et qui explose ces dernières années. Voilà, donc de la recherche. Aussi, on va beaucoup travailler à outiller les acteurs. Outiller les collectivités locales, outiller les entreprises et orienter aussi les politiques publiques globalement, outiller l'État finalement pour réfléchir. La loi AGEC, on en parlait tout à l'heure. On va aussi... et pour ça, la recherche, c'est très important en fait. Il y avait un colloque la semaine dernière sur la valorisation de notre appel à projet de recherche transition écologique, économique et sociale. Donc il y aura une prochaine édition en 2024 qui va sortir. Donc on n'a pas commencé à écrire, mais ça va sortir en 2024. Voilà, donc sur transition écologique et donc toutes les sciences sociales au service de la transition écologique. Et lors de la table ronde finale où on parlait du rôle de la recherche par rapport aux politiques publiques, il y a un des intervenants, j'aime beaucoup ce qu'il disait, il parlait du kairos, du bon moment. C'est-à-dire que ce qui est parfois frustrant, c'est que moi je fais beaucoup ce travail de passage entre les travaux de recherche, discuter avec les chercheurs et voir ce qu'on peut en faire au niveau des outils, des politiques publiques. Et en fait, la difficulté, c'est de trouver le kairos, le bon moment pour faire valoir le sujet. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant parce que parfois on a des travaux de recherche qu'on fait plusieurs années avant et ça met des années à déboucher, ça met des années à passer dans les politiques publiques. Et c'est vraiment important du coup de ne pas se décourager et de construire ensemble. Et pour ça, notre partenariat, je pense, est très précieux. Et aussi le fait d'avoir un observatoire, ça donne aussi quelque chose de tangible. Et ce que disait tout à l'heure Valérie sur les réunions de travail qu'on peut faire, cette idée, c'est de pas juste de sortir un petit peu du syndrome du rapport de recherche qui sert à caler l'armoire. Et je plaisante à peine. Ça, c'était il y a 15 ans, et parfois. Et maintenant, on essaye vraiment aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'intégration des décideurs par rapport aux chercheurs, de discuter, de construire en avançant, de s'impliquer dans les réunions, parce qu'il y a vraiment... la recherche peut vraiment nourrir l'action publique, et c'est vraiment important. Aujourd'hui... il y a urgence, on ne peut plus attendre en fait. On ne peut pas attendre qu'on ait fini le rapport, qu'il cale l'armoire et qu'on bouge. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de co-construire les résultats de recherche, de travailler ensemble. Et je pense que ce type de dispositif où on va intégrer à la fois les associations, des dispositifs comme l'ADEME, peut-être aussi d'autres acteurs, des chercheurs, c'est vraiment précieux pour que tout ça infuse en fait le plus en amont possible. Voilà, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a fait. Bon, voilà, sur sobriété matérielle, peut-être si on a une newsletter, je n'ai pas forcément dit, on sort une newsletter, on sort 4 newsletters sur la sobriété dans l'année. Si vous allez sur le site de l'ADEME, on a tout un tas de newsletters et on a une sur la sobriété. Il suffit d'aller sur le site de l'ADEME, de s'inscrire.
Et là, donc, hier, donc, conférence de presse, donc on a sorti hier les données du baromètre ADEME, dont on a confié la réalisation à l'Obsoco. Et je vais vous présenter un petit peu quelques résultats du baromètre sobriété et mode de vie qu'on vient de mettre en place. Donc les résultats plus complets, vous pouvez les trouver sur le site de l'ADEME dans la librairie. Donc là, c'est un observatoire avec un terrain d'enquête qui a été fait cet été. On a interrogé 4000 Français adultes. Alors la première surprise de ce baromètre, c'est qu'en fait la notion de sobriété est une notion qui est connotée maintenant, aujourd'hui, plutôt positivement. Donc à la fois, on va avoir un champ sémantique plutôt positif en fait sur la sobriété et qui se réfère à des mots économie, environnement, voilà, cette idée de nécessaire, de raisonnable. Enfin, on reste sur des choses quand même on n'est plus du tout à une époque où quand on écrivait sobriété, les gens répondaient alcool. Non mais voilà. Et bon, après, il faut voir que ce questionnaire, ça vient dans un grand questionnaire où avant on les interrogeait sur leur pratique de vie quotidienne. Peut-être ça a aussi un petit peu orienté les choses, mais quand même il y a vraiment ce changement. Et donc la connotation est très largement à dominante positive, hein, puisqu'on est quand même sur globalement 57% d'avis positifs sur la sobriété. On aurait pu s'attendre à bien pire. Après, donc, dans un contexte aujourd'hui, cet été, on n'était pas encore forcément au cœur de la crise, mais il y avait eu tout l'hiver précédent avec la sobriété énergétique, les crises, l'Ukraine, enfin voilà. Mais on s'aperçoit quand même que cette connotation dominante positive, elle est corrélée au sentiment de contrainte budgétaire. Donc très très clairement, les gens qui ont le sentiment de vivre confortablement, comme vous le voyez, voilà, j'ai pas mes lunettes, donc j'ai pas le chiffre, mais vous pouvez le lire, 50%, voilà. Donc les personnes qui ont le sentiment de vivre confortablement à 50% ont une vision positive de la sobriété, donc c'est quelque chose qui est moins partagé par les personnes qui ont le sentiment de moins s'en sortir. Donc on voit vraiment cette dimension sociale qui apparaît et qui justifie tout à fait nos questionnements. Voilà. Et globalement, on a aussi interrogé les Français sur leur perception du modèle qu'on pourrait appeler modèle consumériste. Et il y a un clair paradoxe entre les aspirations des Français sur le modèle économique actuel par rapport à ce qu'ils sont prêts à mettre en place et à remettre en question dans leur pratique. Alors du coup, là, Donc le discours critique, c'est vraiment un critique de la consommation. Il y a presque un plébiscite de la critique de la consommation matérielle, du fait que les gens passent trop de temps à consommer plutôt qu'à profiter des plaisirs simples de la vie. Un consensus sur le fait que notre manière de consommer est nuisible à l'environnement, ou presque. On passe beaucoup trop de temps à gagner de l'argent plutôt que de profiter de la vie. Alors, voilà, je n'ai pas mis ensuite dans les résultats, mais après, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous préfériez de l'argent ou du temps, en fait, ils préfèrent de l'argent quand c'est pour eux. Non, mais, du coup, ça montre à quel point on est finalement dans un monde de représentation où il y a quelque chose qui est condamnable dans cette société de l'hyperconsommation, mais finalement, donc les gens aujourd'hui en France consomment trop, on est tous d'accord avec ça. Par contre, nous non. Enfin, c'est vrai qu'on peut plaisanter là-dessus, mais en fait, il y a un vrai... Voilà, et puis après, il y a le dernier qui est toujours un peu amusant de dire est-ce qu'on consomme plus que la moyenne. Il y a 73% qui consomment moins que la moyenne, donc il y a un moment, c'est... Alors, mathématiquement, c'est possible s'il y en a qui consomment vraiment beaucoup, mais... mais c'était pas la médiane, donc c'est... Voilà. Non, mais plus sérieusement, ça pose vraiment quand même cette question. Alors, on pourrait aller un petit peu vite dans cette espèce de dissonance habituelle, de dire c'est une espèce de NIMBY, quoi, une espèce de NIMBY de la consommation, quoi. On est d'accord pour que la société française consomme moins, mais moi, quand même, moi, je vais pas consommer moins.
Et en même temps, j'ai envie de nuancer ça en disant que les gens, ils sont dans un bain de publicité, dans un bain de consommation, où finalement, il y a une espèce de norme sociale qui est là, et pour être inséré dans la population, pour faire partie, eh bien, il y a un certain niveau de consommation dans lequel il faut être. Je pense, on parlait tout à l'heure des travaux du CNLE. Alors, vous allez me dire, le CNLE, je ne sais pas... Voilà, le Conseil national de la lutte contre l'exclusion, ils ont fait des groupes de travail avec des publics très très variés pour leur demander qu'est-ce qui d'après eux était nécessaire pour vivre dignement dans la société. Et d'en vivre dignement, eh ben, il y a aller au cinéma, sortir au restaurant une fois par mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on parlait de ça, le smartphone. Aujourd'hui, vivre dignement sans smartphone, faire des démarches administratives sans smartphone, voilà, donc c'est aussi ce que la société offre. Donc c'est aussi, ça invite à sortir de cette espèce de dualisme. La société, le consommateur, c'est le consommateur qui consomme trop. Enfin voilà, je pense que ça invite à sortir la focale un peu du consommateur et à regarder, mais qu'est-ce qu'il faut faire au consommateur, qu'est-ce qu'on lui propose, quel est le modèle qu'on lui propose, quelles sont les options qu'on lui offre. Voilà, c'était pour un peu pas nuancer ce slide qui pourrait avoir l'air d'être une espèce de condamnation de l'hystérie, on va dire, du consommateur. Voilà. Alors, ça, c'est plus complexe aussi à traiter pour nous. C'est qu'en fait, du coup, 82% des Français considèrent qu'ils ont déjà un mode de vie sobre. Et du coup, si on considère qu'aujourd'hui, il faut diviser par 10 nos émissions de carbone, eh ben, on est embêté. Enfin, non, voilà, c'est pareil. Ça veut dire que les méconnaissances ne sont pas forcément là où on croit. On est beaucoup dans dire les gens ne savent pas comment faire. En fait, ils sont de bonne volonté, ils ne savent pas comment faire. Mais en fait, s'ils pensent déjà qu'ils ont un mode de vie sobre, et peut-être qu'il faut qu'on revoie nos manières de communiquer si on veut vraiment diviser par 10 nos émissions. Voilà. Donc voilà. Et après, un petit focus sur la conception de ce qui est nécessaire. Donc la conception de ce qui est nécessaire, là, en fait, en même temps, si on revient, ça, c'est parce que c'est vraiment du matériel et de la, je crois que ça suscite des réactions, du matériel et de la sobriété matérielle. Et du coup, on voit qu'il y a vraiment une grosse adhésion au confort moderne qu'on pourrait appeler le confort moderne des 30 glorieuses, donc la machine à laver, le téléviseur, la voiture. Le smartphone aussi qui est pas loin là dans cette espèce de nécessité, une forme de non-attachement à des pratiques qui sont des pratiques plus modernes, accéder à une connexion mobile en dehors de chez vous, enfin des choses voilà, c'est des slides que vous pouvez retrouver sur la librairie ADEME. Vous pouvez le prendre en photo, ça ne me pose aucun problème, hein, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez le retrouver sur la librairie ADEME, c'est en ligne. Voilà. Donc ça, en même temps, ça permet de voir un petit peu donc l'imaginaire de ce qui est nécessaire, de ce qui est superflu pour les Français. On reste quand même sur quelque chose de matériel, un peu dans quelque chose, j'allais dire, années 50, 60, 70. Et finalement, au-delà, il y a plus de place pour la réflexion entre ce qui est nécessaire et superflu. On n'est pas forcément obligé d'être... Enfin, les Français condamnent aussi un peu cette livraison en 24 heures, cette espèce d'accélération. J'allais dire, il y a une marge de manœuvre à cet endroit-là, peut-être, quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Voilà. Alors là, je vais peut-être passer, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais là, il y a une interprétation par niveau de revenu. Je vais vous frustrer beaucoup, parce que je vais passer à la suivante. Et voilà. Moi, du coup, je vais aller directement là. Hop. Voilà. Donc, du coup, hier, on a lancé... Alors, celle d'avant. Du coup, hier, on a lancé une campagne de communication Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter, qui est vraiment une campagne pour sensibiliser les Français à une consommation plus responsable et plus respectueuse de nos ressources. Et il y a 4 petits spots télé qui ont été réalisés. Et donc, si j'ai bien compris, on vous les montrera tout à l'heure en conclusion de... Ouais, on se disait qu'on pouvait... Parce que là, c'est vrai qu'on est un peu serré en termes de timing. On peut peut-être s'en faire un sur les 4 pour voir. Parce ils sont très bien. Et on mettra les 3 autres tout à l'heure durant le petit pot. Comme ça, vous aurez l'occasion de les entendre tranquillement. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. On va te faire plaisir. Ouais, merci, c'est gentil. C'est déjà le cas, c'est d'ailleurs.
Donc, la campagne de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique. Donc voilà. Mais il y en a plusieurs, ils sont assez édifiants, ces petits films, effectivement. Ouais. Merci infiniment, Marianne. Et donc, vous pourrez voir les autres tout à l'heure. Il y a une page, hein, c'est sur le fil YouTube de toute façon de l'ADEME. Vous les retrouvez tous les 4. Ouais. Et c'est vraiment très bien ficelé. Et j'avais envie d'ajouter, je ne sais pas si vous avez des sections communication ici. Ah oui, il ne faut pas hésiter à les relayer surtout. Et, c'est une campagne qui a été réalisée avec vraiment un grand respect de la transition écologique. Ils ont fait attention en fait à l'impact CO2 de la campagne. Voilà, donc en faisant attention au shooting, sur les ressources. Il y a aussi la campagne elle-même a été réalisée de manière respectueuse de l'environnement. Voilà. Ça c'est bien, c'est mieux, c'est comme ça qu'on finit dans le canard enchaîné sinon. Merci beaucoup, je vais être très court alors, parce que j'ai déjà un peu présenté l'agence de la nature tout à l'heure en préambule et puis simplement pour vous dire pourquoi nous on a participé à cette initiative de recherche, hein. Alors, bien sûr parce qu'on connaissait déjà l'ADEME, on connaissait déjà Valérie, on avait déjà travaillé avec Dauphine, mais nous on a souhaité participer à cette initiative de recherche pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'on était un peu fâchés depuis quelques années. Originellement, on utilisait le levier de l'anti-gaspillage pour lutter contre pour la solidarité, contre l'exclusion et la précarité. C'est-à-dire en permettant chaque année à 1 200 000, 1 300 000, 1 500 000 personnes d'avoir accès à des produits de première nécessité, évidemment, d'hygiène, de soins, ça tombe un peu sous le sens, hein, on y pense tout de suite. Le savon, le shampoing, on ne peut pas vraiment s'en passer, mais aussi en ayant accès à des produits de certains types de vêtements, des chaussures, des jeux, des jouets, des fournitures scolaires. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, tout ce qui contribue à avoir une vie dite normale. Et cette question de la norme, elle est hyper intéressante, hein, parce que chez nous, elle revêt un double aspect. Et pourquoi est-ce qu'on était fâchés ? Parce que ces dernières années, on entendait beaucoup dire que finalement, les classes populaires, les groupes sociaux les plus pauvres, pouvaient être non pas des parties prenantes de la transition écologique, mais dans le meilleur des cas des suiveurs, voire dans certains cas des obstacles, parce qu'ils auraient été effectivement contaminés par un surconsumérisme effréné qui les amenait à dépenser à tout va leurs maigres ressources pour se procurer des objets dont ils n'avaient pas l'utilité. Et ça, c'était un raccourci qu'on entendait beaucoup. Et on considère que nous, il est bien entendu et naturellement complètement faux. Quoique j'y reviendrai, mais en tout cas, on pensait que c'était un raccourci qui était dangereux. Dangereux parce qu'il déconsidérait complètement les personnes en situation de précarité, de pauvreté, pour en faire des objets et pas du tout des sujets de ce fameux processus de transition écologique qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Et puis d'autre part, parce que c'était teinté d'un paternalisme un peu bontin qui finalement infantilisait ces personnes, sachant que parmi les 1 300 000, 1 400 000 ou 1 500 000 personnes qu'on accompagne chaque année, plus de la moitié d'entre elles travaillent. Donc on ne parle pas, j'évacue aussi bien entendu la logique ou le discours sur l'assistanat, etc., sur ce seul chiffre. Hein. On parle de travailleurs pauvres, on parle d'étudiants pauvres, on parle de retraités pauvres. Voilà. Et donc on était effectivement dans cette volonté aussi de déconstruire un certain nombre de choses. On avait il y a 2 ans mené avec la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP un sondage auprès des personnes qu'on accompagne. Et alors déjà, on se rendait compte que le phénomène de précarité matérielle, il allait bien au-delà des frontières de la pauvreté monétaire telle qu'on l'entend aujourd'hui. Hein. Il y a 15% de la population française qui est en situation de pauvreté monétaire environ. On estime que nous, il y a 20 à 25% de la population qui n'a pas accès à des produits non alimentaires de nécessité courante chaque année. Donc il y a déjà un gap important. Et puis, on s'est rendu compte aussi que
sur l'échelle des valeurs, sur l'échelle des préoccupations, une bonne partie de ces 20-25% de Françaises et de Français qui ont des difficultés à avoir accès à un certain nombre de produits de première nécessité, avaient des préoccupations quant à la transition écologique, quant à la réduction de leur impact sur la nature, sur la biodiversité, sur l'environnement de vie de manière générale, que cette proportion a été similaire, voire supérieure à celle d'autres déciles de la pyramide fiscale ou d'autres groupes sociaux plus favorisés. Et donc on trouvait spécialement injuste finalement qu'on réduise ces populations finalement à leurs besoins très primaires et encore une fois à leur statut de pauvre, puisque c'est un peu ça finalement. Et on parlait souvent de sobriété choisie versus sobriété subie. Je vais vous livrer moi aussi un scoop. La sobriété subie, ça n'existe pas, ça s'appelle la pauvreté. Donc c'est des choses aussi qu'on souhaitait effectivement déconstruire à travers cette initiative de recherche. On souhaitait aussi expliquer un certain nombre de paradoxes parce que si la personne qui est en situation de pauvreté et de précarité, elle est, comme nous toutes et tous en tant que citoyens, citoyennes, elle doit être partie prenante de ce processus démocratique de transition écologique, il existe en revanche effectivement des phénomènes de surconsommation. Il en existe dans toutes les parties de la population. Il en existe notamment dans ces couches sociales défavorisées ou plus pauvres. Parce que parfois elles ont effectivement le bagage, le capital culturel qui ne leur permet pas toujours de résister justement à l'injonction de la norme sociale de l'hyperconsommation, à l'injonction de la publicité, à l'injonction finalement à se situer dans la société par ce qu'on achète, par ce qu'on consomme. Et ça, c'est une réalité aussi. Alors on la retrouve dans d'autres groupes sociaux évidemment, mais effectivement quand on est plus loin du foyer social entre guillemets, de par son origine culturelle, de par la faiblesse de ses moyens économiques, de par la faiblesse de son capital culturel, c'est sûr qu'on peut être éventuellement confronté à plus de difficultés pour échapper à certaines injonctions à consommer. Donc ça, c'est un point aussi qui nous amène aujourd'hui à nous investir dans cette initiative de recherche. Puis le dernier point, c'est que nous, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on est plutôt à la base d'une association centrée sur l'action, finalement assez peu sur la réflexion. Et en l'occurrence, on s'est dit qu'il était temps aussi d'agir, outre par l'aide d'urgence qu'on apporte par redistribution de produits, etc., de changer effectivement le cadre en participant aussi au débat public sur ce sujet, sur la manière, notamment dans une logique d'émancipation des personnes en situation de précarité, d'en refaire des acteurs et des actrices de ce processus de transition écologique, par-delà les images d'Épinal, comme je l'évoquais, et aussi dans une nécessité de faire adhérer ces groupes à ce processus indispensable et nécessaire. Donc notre volonté aussi, à travers cette initiative de recherche, c'est de disposer d'outils concrets qu'on pourra aussi nous relayer, diffuser auprès de nos associations partenaires. Je vous le disais, on en a 1800 sur l'ensemble du territoire, donc on a quand même un réseau d'amis, de partenaires qui est important, qui pour une partie d'entre eux partagent nos convictions, nos interrogations, nos préoccupations sur le sujet. Je regarde Aurore d'Emmaüs qui est arrivée tout à l'heure. Donc on n'est bien entendu pas les seules associations à se préoccuper de ce sujet. Je pense en revanche qu'on n'est pas très nombreuses à s'être investies sur un projet d'initiative de recherche de cette nature. Mais nous, c'est vraiment le souhait d'aller au-delà effectivement de notre action quotidienne, notre action opérationnelle habituelle, pour peser sur le cadre, peser sur le débat public et aussi faire en sorte qu'on participe à un nécessaire effort de pédagogie, de mobilisation des associations et des personnes accompagnées par ces associations. Je ne serai pas plus long parce qu'on est affreusement en retard. On a 3 illustrations concrètes justement de ce qui est déjà ou de ce que va être l'initiative de recherche. Franck, peut-être du CREDOC, pour, avant de faire intervenir les étudiantes que Valérie mentionnait tout à l'heure, de nous dire en 2 mots très rapidement, je suis désolé, en quoi consiste cette première étude menée avec le CREDOC. Merci. Donc Romain est venu nous voir avec Faudil pour nous demander si on pouvait travailler au CREDOC sur la précarité matérielle et le quotidien en fait des populations qui se trouvent en précarité matérielle, avec c'est quoi les représentations qu'on a de la consommation quand on est en situation de précarité matérielle et c'est quoi les stratégies qu'on met en place pour pouvoir joindre les 2 bouts tout en conservant un lien avec ces représentations justement de dire qu'on a quand même des normes sociales auxquelles on peut se
se rattacher et qu'on donc a les produits qui vont avec on accède aux produits qui vont en rapport avec ces normes sociales. Donc c'est ce qu'on va faire là en commençant par des observations en fait, grâce aux associations avec lesquelles vous travaillez. On a accès donc à des personnes qui vont accepter de discuter, d'échanger avec nous, qu'on va voir leur quotidien. Et ça nous permettra de voir leur représentation, de voir leur stratégie pour vivre au jour le jour, pour répondre à ces représentations, pour réussir aussi à intégrer ces dimensions de développement durable, de rapport à la justice sociale, de rapport à l'environnement. Et on a une quinzaine d'entretiens qui vont être faits dans 3 lieux différents, à la fois donc, en Île-de-France, dans une ville moyenne qui va être Nancy centre-ville, enfin presque centre-ville, et puis en milieu rural. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Et merci pour ta brièveté. Je crois que c'est Kate qui doit intervenir maintenant pour justement évoquer les sujets. Chaque année, comme le rappelait Valérie, il y a des groupes d'étudiants qui se mobilisent sur des thématiques et des sujets qui sont notamment proposés par l'Agence Droit Nature. Et Kate va nous parler de ceux de cette année. Oui, ça... Bonsoir. Désolée, j'ai mes notes, donc je vais un peu lire, mais on m'en voulait pas, je m'excuse d'avance. Donc je suis Kate Magro, étudiante en Master 2 Développement durable et RSO à Dauphine. J'ai quelques minutes pour vous parler justement de ce qu'on fait et du lien avec la conférence d'aujourd'hui. D'abord, je vais vous parler du M2 en quelques mots, mais assez brièvement, de ce qu'on fait en option marketing et de ce que ça nous apporte surtout. C'est aussi important de souligner qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, on a la parole. Madame Guillard a choisi de nous donner la parole, une parole qu'on n'a pas forcément et où on n'est pas souvent justement écouté, où on a plus justement le rôle d'écoute, mais là on a la parole et pour ça, on remercie Madame Guillard. Et en parlant de prise de parole, j'ai dit autant de mots qu'il y a de profils dans ce master. Donc il y a des étudiants qui ont fait des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, de sciences politiques, STAPS, et du droit, de la philosophie, et je vais m'arrêter là. Donc comme vous comprenez, on a plusieurs étudiants de différents horizons, et ça c'est quand même une force du master. Et dans ce master, on a aussi beaucoup de matières. On a de l'économie du développement durable, du droit de l'environnement. On a aussi des cours sur les alternatives liées aux organisations et de l'urbanisme. Et je vous parlais d'urbanisme, en fait, les cours sont plutôt à aménager en fonction, parce qu'on ait beaucoup de travaux de groupe justement pour qu'on se serve de nos diversités. Et on a aussi le choix entre plusieurs options. Donc on a repensé l'entreprise, finance durable, on a aussi l'option marketing et sobriété. Et une partie des étudiants qui est présente dans la salle a choisi justement marketing et sobriété. Et justement, ce choix, pour certains, n'était pas si évident que ça, parce qu'on s'est d'abord demandé est-ce que marketing et sobriété, ça va ensemble ou pas. Et en fait, si. Et, et dans ce cours, on a abordé des thèmes assez différents, comme les business models alternatifs, les changements de récit, le concept de valeur. Et tout ça nous montre en fait qu'il y a des enjeux liés au marketing et à la sobriété qui sont liés. Et on a bien sûr revu les bases comme le mix marketing, donc je ne vais pas vous refaire les 4P, vous les connaissez sûrement. Et on a des travaux de groupe avec notamment ADN, donc l'Agence du droit en nature. On est 3-4 étudiants sur ces projets de groupe. Donc il y a 5 sujets cette année. Donc le sujet 1, l'accès aux produits de marque pour les personnes accompagnées, valeur ajoutée et conséquences. Le sujet 2, qui lui n'est pas avec l'Agence du droit en nature, mais avec les apprentis d'Auteuil, mais c'est quand même assez important de l'évoquer ici. Donc c'est une étude de cas qui s'intitule « Mobiliser des structures dans une pratique quotidienne de la sobriété, les apprentis d'Auteuil ». Un sujet 3, qui est l'importance des produits renouvelables dans la lutte contre la précarité menstruelle. Le sujet 4, les conséquences de l'inflation sur l'activité des associations. Et le dernier sujet sur lequel je travaille avec mon groupe, c'est le produit dans l'aide sociale, simple valeur utilitaire ou vecteur d'intégration sociale. Et ces projets nous ont vraiment permis de rencontrer des personnes assez différentes. D'abord les personnes d'ADN avec qui on travaille
comme Charles notamment, qui nous ont beaucoup aidés, notamment pour la mise en contact pour les entretiens. Et lors de ces entretiens, justement, ça nous a permis d'aller sur le terrain pour certains et de se rendre compte de la réalité du terrain. Et sans ce cours et cette option, on n'aurait peut-être pas eu cette approche, on n'aurait pas eu la chance de travailler sur ces différents thèmes et enjeux. Ce que ça nous apporte aussi, c'est quelque chose de concret. En fait, c'est pas un projet fictif. On se sent un peu plus utile et on se dit, quand on fait nos travaux de groupe ou quand on va en cours de marketing, certes, il y a de la théorie, on fait de la théorie aussi, mais il y a quand même le côté pratique où on se dit que quand on travaille avec ADN, eux aussi, ça va les aider. Ça va aussi ensuite aider les associations qui collaborent avec ADN. Et cela nous a notamment permis de faire la distinction entre précarité et sobriété en insistant sur différents éclairages pour comprendre ce qu'était la sobriété, que c'était vraiment différent de la précarité. Et pour conclure, c'est un cours pertinent et innovant qui incite à militer en faveur de cette option, contribuant ainsi à accroître l'intérêt pour ces thématiques au sein du master, parce que malheureusement, on aimerait avoir un peu plus d'heures de ce cours et que ce soit aussi... et que ce soit aussi un peu plus transversal dans les matières de ce master. Et au-delà de la discussion sur la sobriété, l'approche du cours a été particulièrement appréciée pour son exploration du lien avec la précarité. Et cette approche, elle remet quand même en question la définition du statut social et des valeurs qui y sont associées. Et les cours sont souvent associés à la simple théorie sociologique, mais ils se distinguent en rendant la réflexion opérationnelle avec la collaboration avec ADN. Donc ça, c'est vraiment très important de mettre en lumière que c'est vraiment quelque chose d'opérationnel et de concret, et que ça nous apporte énormément de choses, comme j'ai dit, des acteurs qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés avant sans ce projet. Et la différence aussi par rapport aux cours plus abstraits où l'action concrète est limitée a été, comme je l'ai dit, appréciée. Et le cours encourage le dialogue et aborde explicitement la sobriété, un sujet encore trop souvent absent, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des programmes de développement durable, mais qui sera sûrement un peu plus présent dans les prochaines années. Et c'est aussi une façon innovante et nécessaire d'aborder le marketing aujourd'hui à travers ce prisme-là de la sobriété. Madame Guillard, par son initiative de recherche, est perçue comme une source d'inspiration et un exemple pour les jeunes engagés. Voilà. Et je tiens à remercier mes camarades de m'avoir aidé pour cette présentation qui n'a pas été très simple pour moi. Madame Guillard nous a donné la parole et aussi l'Agence du Doigt en Nature nous accorder leur confiance pour travailler avec eux. Et vous aussi qui nous avez écoutés. Enfin moi, mais c'est aussi la parole des étudiants. Merci. Merci beaucoup Kate, c'était un très beau témoignage et nous on est très contents de pouvoir compter sur vous, étudiantes et étudiants de Dauphine, parce que chaque année ça nous est bien utile de pouvoir effectivement profiter de vos connaissances, de votre mobilisation, et donc c'est vraiment bien que vous puissiez chaque année nous accompagner. Et merci à celles et ceux de cette année pour votre travail à venir, et la restitution est bientôt, donc on a hâte de l'entendre. Et puis merci aussi à l'équipe d'ADN qui suit, et notamment effectivement à Charles, Charles et Faustine qui sont toujours à la manœuvre là-dessus. Alors justement, un autre témoignage assez concret de la manière dont ça se passe, alors pas chez nous en l'occurrence, mais chez nos cousins de Dons Solidaires, puisqu'on est 2 associations du don en France. Et c'est Zoé qui a travaillé chez eux et qui va nous parler effectivement de cette approche du don. Merci. Alors bonjour à tous. Donc moi j'étais étudiante de leur master l'année dernière. J'ai suivi aussi le cours de marketing et sobriété avec Madame Guillard. Donc moi j'ai fait un stage de fin d'études chez Dons Solidaires, donc les concurrents de ADN, excusez-moi d'avance. Et mon choix de mémoire, c'était donc le don en nature et dans quelle mesure il peut rendre justice socialement.
Donc avant de plonger dans le sujet, je voulais juste préciser que la justice sociale, c'est quand même quelque chose de très large. Ça englobe plein de choses, l'égalité, l'équité, également le partage des richesses, toutes ces questions-là. Donc j'ai pas pu en faire un exposé exhaustif, mais j'ai essayé en tout cas. Et également il n'y a pas une seule réponse à ma problématique, que le don en nature, quoi qu'il arrive, c'est très important pour des questions d'urgence, de situation de précarité. Donc voilà, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui participe à la justice sociale. Mais je voulais questionner la portée du don en nature. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, les constats que j'ai pu faire sur le terrain, ça m'a évidemment amené à faire un constat des inégalités grandissantes, donc des écarts de salaire qui se creusent, des inégalités dans plein de domaines, et puis un contexte d'inflation grandissant au moment où j'ai réalisé mon stage également. Nous, on a publié un baromètre hygiène et précarité avec Don Solidaire en 2023, donc je vais citer un peu ces chiffres, désolée, qui portait notamment sur les publics des bénéficiaires d'associations. Donc il y avait un échantillon grand public et un échantillon bénéficiaires d'associations. Et il révélait notamment qu'un certain nombre de personnes avaient cette peur de basculer dans la pauvreté, cette peur de ne pas finir le mois financièrement. Et donc c'est souvent associé, donc cette précarité économique, donc la pauvreté, est associée à une situation de précarité en général, donc c'est l'incertitude face au lendemain, si on veut expliquer ça un petit peu plus brièvement. Et suite à mon entrevue avec des responsables associatifs et des personnes de Don Solidaire, ce qui ressortait, c'était que de nombreuses personnes n'avaient jamais pensé franchir la porte de certaines associations d'aides alimentaires ou non alimentaires. Donc ça révèle également, ça a également des conséquences sur tout ce qui est accès aux biens de consommation alimentaire, non alimentaire. Donc les conséquences sont notamment un plus grand recours aux associations pour subvenir à leurs besoins, des personnes qui, notamment, c'est quelque chose qui est ressorti dans une étude sur les profils de bénéficiaires du réseau banque alimentaire, que beaucoup de personnes qui étaient... on a un peu cette idée du bénéficiaire de banque alimentaire comme quelqu'un qui serait en dessous du seuil de pauvreté, quelqu'un qui serait à la tête d'un foyer monoparental, isolé, etc. Et en fait, les profils se diversifient de plus en plus, évidemment avec cette augmentation de la précarité en France, et donc des personnes même en CDI, qui sont souvent en temps partiel, vont avoir recours à ces services. Donc on a vu aussi l'explosion des personnes qui ont eu recours au Resto du Cœur récemment, et le fait qu'ils soient complètement sous l'eau. Et une autre conséquence donc, de cette précarisation de la société, c'était la limitation et le renoncement aux produits d'hygiène de base. Donc, d'après le baromètre qu'on a sorti en partenariat avec l'IFOP, il y a 34% des Français qui limitent leur consommation de produits d'hygiène de base. Et ça, c'est dans le grand public. Et pour les bénéficiaires d'associations, c'est 3/4 d'entre eux qui renoncent à ces produits d'hygiène. Donc, c'est quand même assez dramatique. Donc, moi, pour faire le lien avec... le don et la justice sociale, j'ai aussi étudié dans quelle mesure le don avait pu émerger dans un contexte favorable en France. Donc il y a une fiscalité assez favorable, des déductions fiscales pour les entreprises. Il y a aussi la loi AGEC dont on parlait, donc la loi anti-gaspi pour l'économie circulaire. Et donc le don est aussi une voie d'écoulement qui s'est présentée comme particulièrement prometteuse pour un certain nombre d'associations. Et ça a été également doublé par l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires. Donc dans ce cadre-là, on peut évidemment se poser la question de est-ce que c'est un outil de justice sociale et dans quelle mesure il est vraiment efficace. Est-ce que c'est son rôle de rendre justice socialement également? Et donc les conclusions que j'ai tirées, c'est tout d'abord que c'est un outil redistributif. Donc ça sert à redistribuer certaines richesses matérielles à des personnes qui autrement n'y auraient pas accès. C'est une sorte de marché secondaire puisque... j'utilise le terme de marché puisqu'il y a aussi des intérêts économiques. C'est un choix économique d'utiliser le don pour écouler des invendus, même si c'est aussi une priorité qui est censée être respectée. Et c'est aussi un moyen d'égaliser l'accès à des biens d'hygiène essentiels. On pourrait considérer que d'avoir accès à de la nourriture, c'est essentiel, mais que c'est tout aussi essentiel de pouvoir se laver le corps, se laver les cheveux, nettoyer sa maison, se vêtir, etc. Et donc respecter un certain nombre de besoins fondamentaux. Donc le don, ça participe à ça, et en ça, je pense que ça remplit une mission de justice sociale. Sur le terrain, j'ai aussi pu
noté que le don avait un impact économique et social non négligeable sur la qualité de vie des gens. Et c'est pas seulement, donc, comme on disait, pouvoir se nourrir et se vêtir et se laver, mais c'est aussi pouvoir vivre dignement, pouvoir vivre avec les autres, pouvoir se présenter au travail sans avoir honte ou quoi que ce soit. Donc la précarité hygiénique, c'est une source de malaise, et ça c'est aussi ressorti dans le baromètre. 41% des bénéficiaires d'associations vont jusqu'à ne pas sortir en raison de leur apparence personnelle. C'est aussi le cas de jeunes filles qui sont obligées de mettre des chaussettes en guise de serviette hygiénique, ou qui vont carrément ne pas aller à l'école parce qu'elles ne peuvent pas y aller en ayant leurs règles et en n'ayant rien pour s'en protéger. Ça affecte le niveau de confiance, que ce soit chez les petits, chez les ados, chez les adultes. Donc le don, ça permet de redonner une dignité à ces gens dans une certaine mesure. C'est une meilleure hygiène, c'est une capacité de se rendre au travail plus sereinement, à l'école plus sereinement, d'avoir une vie sociale un peu plus épanouie. Ça a une qualité évidemment utilitaire et pratique, et c'est ça qui ressort dans les entretiens, c'est le fait que ça... En tout cas, les entretiens que j'ai menés avec les responsables associatifs, c'est le fait qu'il y a ce besoin immédiat auquel il faut répondre, et c'est ça qui prime. Donc Don Solidaire et l'Agence du Don à Nature ont à cœur, je pense, de, quoi qu'il arrive, fournir des produits neufs, des produits qui disposent d'emballages propres, qui ne sont pas abîmés. Et ça, c'est aussi un gage de respect et de dignité qui est accordé à ces personnes en bout de chaîne. Les produits un peu plus spécifiques, comme les cosmétiques, les jouets, les vêtements, en fonction des périodes de l'année, c'est aussi quelque chose qui va agir sur la dignité, l'estime de soi des bénéficiaires. Donc tout ce qui est produit de beauté, c'est valorisant pour les femmes. Ça permet aussi de démystifier un côté je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne pourrais pas m'acheter tel ou tel rouge à lèvres ou tel parfum. Donc c'est des produits qui sont reçus presque comme des cadeaux, des moments un peu hors du temps, un peu spéciaux pour ces gens-là. Les produits de marque, que ce soit les baskets Nike ou ce genre de choses, c'est aussi bien pour les jeunes qui ont envie de se pointer à l'école avec des baskets Nike comme tout le monde. Et donc tout ça, ça contribue à améliorer l'estime personnelle des personnes en situation de précarité. Il demeure que, en tout cas d'après ce qui est ressorti de mes entretiens, mais je ne sais pas si c'est ça contredit un peu ce que vous aviez dit, mais que les considérations écologiques et biologiques dans tout ce qui est chaîne d'approvisionnement des produits, ça reste quand même marginal. En tout cas, ça ne concerne pas directement les bénéficiaires. Les responsables associatifs n'ont pas aussi le temps forcément de sensibiliser à ces problématiques. J'ai parlé avec un responsable d'épicerie solidaire qui me disait qu'il essayait de sensibiliser à l'anti-gaspi, mais que c'était compliqué, que c'était pas forcément reçu ou c'était pas forcément suivi. D'autres associations un peu plus grosses qui donnaient des cours d'éco-conduite, mais ça reste marginal et ça reste aussi en fonction des moyens des associations. Voilà. Et une structure qui m'a particulièrement touchée et qui je trouve représente bien tout ce que représente Don Solidaire et l'Agence du Don en Nature et le combat contre la précarité, ce sont les épiceries sociales et solidaires, donc, qui ont vraiment à cœur d'assurer la dignité, de permettre du choix aussi aux personnes, parce qu'on voit aussi qu'un effet sur l'estime de soi et la dignité, c'est la capacité aussi à s'acheter des produits, même à un prix symbolique. C'est aussi pouvoir choisir ce dont on bénéficie et pas être juste bénéficiaire. Et c'est aussi des lieux de socialisation, que ce soit pour des personnes âgées ou des personnes lambda, c'est toujours un moyen de maintenir un certain lien. Donc tout ce que je viens de vous dire au niveau de la dignité et de l'estime de soi, ça rejoint beaucoup les théories de la justice du care. Donc je pense que vous en aurez peut-être entendu parler, mais c'est l'idée de prendre soin d'eux et de ne pas placer ces personnes précaires comme des assistés, puisque ce ne sont pas des assistés, c'est des gens qui sont dans des situations de difficulté dans lesquelles on pourrait tous se retrouver un jour ou l'autre. Et cette idée de la justice du care, c'est de prendre soin des autres et d'avoir cette idée de la responsabilité mutuelle envers les autres aussi, et cette capacité à se mettre à la place les uns des autres. Donc le don est aussi vraiment générateur de solidarité, et ça je m'en suis vraiment rendu compte sur le terrain aussi, au contact de mes collègues ou même en allant au sein d'associations, en parlant avec des bénéficiaires, et on voit à quel point ça a un impact sur leur vie au global, leur qualité de vie comme je disais. Donc évidemment j'ai noté quelques limites à la portée du don en nature, sinon ce serait trop simple. Et donc c'est un moyen qui est palliatif, mais c'est vrai que l'impact n'est pas forcément pérenne, ça reste quelque chose d'urgent. C'est aussi en fonction des différentes associations. Il y a des distributions ponctuelles au Resto du Cœur, ça n'aura pas forcément le même effet que des personnes qui pourront être suivies par des assistants sociaux, par toute une équipe dans des plus grosses associations. Et donc
pour finir et énoncer quelques autres limites, il y a aussi parfois une déconnexion des intérêts entre les donateurs qui ne se rendent pas forcément compte que des gels hydroalcooliques, c'est utile pendant le Covid, mais ce n'est pas utile ad vitam aeternam pour les bénéficiaires d'associations. Donc que forcément, il faut faire des choix à un moment et il faut fidéliser les donateurs, mais aussi leur dire stop quand ce n'est pas utile. Il y a aussi une méconnaissance qui continue de la loi AGEC, puisque cette interdiction de destruction des invendus, selon une étude Commerceau, qui est une start-up un peu du don, 48% des répondants à une étude en 2023 pensaient toujours que c'était possible de détruire les invendus non alimentaires. Et comme le mentionnait Valérie Guillard tout à l'heure, il y a toujours ces questions de où vont aller ou comment fournir des dons lorsque, à terme, il y aura idéalement plus de surproduction. Comment vont survivre ces associations, comment vont survivre les bénéficiaires finaux, sachant que déjà les déstockages et les dates courtes vont finalement aux personnes qui vont directement au magasin, alors qu'auparavant ça allait dans les associations. Donc il y a plein de questions qui se posent aussi pour la finalité du don et comment s'en sortir à terme pour tout ce qui est réseau associatif. Et évidemment, il y a d'autres solutions autres que le don nature, peut-être explorer le revenu universel, donner cette capacité à chacun de ne pas avoir à être bénéficiaire du don, mais plutôt pouvoir s'acheter eux-mêmes ce dont ils ont envie, ou donner un peu les moyens aux personnes précaires d'avoir un certain pouvoir politique, une voie politique, changer leurs conditions, même si ça fait un peu fataliste de dire ça, mais voilà, sachant qu'il demeure énormément de problématiques, c'est des personnes qui sont aussi touchées par des problématiques écologiques, donc il faut aussi savoir relier précarité, écologie, etc., le mal logement, les problématiques d'emploi, enfin il y en a plein. Donc voilà, désolée, j'espère que j'ai pas été trop long, mais je voulais juste vous remercier encore une fois pour cette initiative, pour le fait de m'avoir invitée et finir par citer un philosophe, parce que je voulais être un petit peu fancy, et dire que Bruno Latour est un philosophe qui est décédé récemment, mais qui a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas diaboliser le terme de croître ou de décroître, que la précarité, évidemment, la sobriété, ce n'était absolument pas la précarité, et qu'il fallait aussi insister là-dessus, et que selon lui, c'est important de prospérer, et prospérer, c'est justement ce que l'obsession pour la production destructrice rend impossible pour la plupart des gens, et c'est pourquoi la sobriété matérielle, selon moi, ça doit être lié nécessairement à la justice sociale. Voilà. Merci beaucoup Zoé, c'était effectivement un mémoire hyper intéressant, ils ont bien de la chance chez Don Solidaire. Bon, on n'est pas vraiment concurrents, hein, on est plutôt confrères, ça commence pareil, mais... Et on était une seule et même association d'ailleurs il y a 15 ans, l'histoire nous a séparés, mais bon, elle nous réunira peut-être plus tard, on verra. Mais en tout cas, on partage avec eux un certain nombre de choses, et notamment effectivement cette nécessité d'agir, le don étant en effet malheureusement souvent un outil d'urgence, d'un palliatif, et c'est une belle... en tout cas c'est assez juste. Et qu'il faut agir sur le cadre, et c'est un peu l'objet de cette initiative de recherche. Et alors justement, pour conclure, désolé, on a été un peu long. C'est gentil, merci. Je serai bref, d'abord pour vous dire que je suis très heureux d'être avec vous ce soir. J'avais suivi le projet à différentes étapes avec Valérie, avec Romain, donc c'est chouette de voir l'événement de lancement, ça y est, de s'y retrouver, d'être dans ce moment-là. Très heureux, donc félicitations à toutes et tous. Et en même temps très fier aussi ce soir, en fait, en écoutant toutes les présentations, de se dire que Dauphine et la Fondation Dauphine, on est capable de créer un environnement qui permet ce type d'initiative, ce type de développement qui à la fois va permettre de faire des avancées en matière de recherche et de valoriser aussi les travaux de sciences humaines et sociales dans le champ de la transition écologique et sociale en complémentarité avec toutes les autres disciplines, les géosciences, les biosciences, mais qui ont tendance à être souvent mises en avant plus que les SHS. Et donc moi j'ai à cœur effectivement avec Dauphine Durable de valoriser aussi cet apport des SHS autour de la transition écologique et sociale. Et puis du côté de la formation, on vient d'entendre des étudiantes présenter aussi. On a à cœur à Dauphine, comme dans toute université, de former par la recherche. Et donc là, de voir que c'est très directement en lien, le lien est immédiatement fait avec les étudiants, c'est quelque chose de très important. 2 mots sur le programme Dauphine Durable, c'est un programme transversal à Dauphine, un des 2 programmes majeurs stratégiques de Dauphine. On a Dauphine numérique,
plutôt sur l'intelligence artificielle et Dauphine Durable. Ça poursuit l'objectif de concentrer nos efforts en matière de recherche, d'enseignement, de politique du campus aussi, de transformation de la vie sur le campus au quotidien, autour de ces enjeux de la transition écologique et sociale. Juste pour insister sur le volet recherche, pour dire que cette initiative de recherche, elle trouve tout à fait, elle entre en résonance avec ce qu'on essaye d'animer dans le cadre du programme Dauphine Durable. On a un séminaire de recherche interdisciplinaire qui s'appelle Soutenabilité, et on ajoute un S à soutenabilité, on met bien le S à soutenabilité, pour tenir la soutenabilité écologique et sociale et démocratique, il faudrait aussi ajouter. Donc voilà cette perspective d'animation autour d'un dialogue pluridisciplinaire à l'intérieur de Dauphine, mais aussi dans l'espace de PSL. PSL, c'est un ensemble d'établissements qui se sont réunis, Paris Sciences et Lettres, donc où il y a l'École normale supérieure, le Collège de France, l'Observatoire de Paris, l'École des Mines, enfin tout un ensemble d'établissements, une quinzaine d'établissements, dans lesquels les SHS sont moins présentes, mais justement ça nous ouvre un espace de dialogue, d'échange interdisciplinaire autour de ces enjeux de transition écologique et sociale avec nos collègues enseignants, chercheurs et chercheurs de ces autres établissements. Donc il y aura sans doute moyen aussi en tout cas je pourrais aussi accompagner peut-être s'il y a la possibilité de construire des ponts autour de ces enjeux que vous portez avec cette initiative de recherche, avec ces autres établissements. Et puis du côté de la formation, l'effort il consiste à essayer d'intégrer davantage ces enjeux de transition écologique et sociale dans les formations. Donc Valérie avec d'autres a participé à des ateliers universitaires, ce qu'on a appelé les ateliers universitaires l'an dernier, qui visent à renforcer notre effort de formation à ces enjeux-là. Et un des éléments qui ressortait beaucoup, et du coup j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Kay tout à l'heure, un des éléments qui ressortait beaucoup de nos échanges, c'était en fait ce qui nous manque, c'est moins des cours magistraux, c'est aujourd'hui de pouvoir davantage mettre nos étudiants et nos étudiantes en position d'agir, en position d'action, au contact avec des acteurs de la société civile, des acteurs économiques. Et donc là, pour le coup, effectivement, c'est chouette aussi que l'initiative de recherche puisse permettre ce type de formation par l'action, par des projets collectifs, comme Kate l'a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été très heureux et très fier de vous entendre depuis tout à l'heure. Merci beaucoup Arnaud. Merci infiniment. Je parle sous le contrôle de Valérie. Est-ce qu'on a le temps de... S'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui veulent poser une question, ou deux, ou pas beaucoup plus, parce qu'on est un peu limité. Bon, je vous en prie. Oui, bonsoir. Alors rapidement, Isabelle Roubrol, j'encadre l'administration du domaine. Et nous, on a mis en place le site des dons, dont des administrations, enfin des biens de réforme des administrations au profit d'abord d'autres administrations et au profit également d'associations. Et je me permets de souligner par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure que dans les logiques de sobriété, il y a évidemment les consommateurs, il y a évidemment les entreprises et les associations, mais il y a aussi les ronds de cuir que nous sommes, parce qu'il n'y a pas de politique publique sans une administration qui administre. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, le site des dons que nous l'avons développé sur nos propres crédits, donc avec aucun abondement supplémentaire, et sur le temps de nos agents. Et on parlait hier avec l'Agence du développement durable. Une fois que ce site existe, tout le monde nous demande « Ah, mais vous ne pouvez pas rajouter telle fonctionnalité, etc. etc. » Bon, alors je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y a une gestion qui est inhérente à toute politique publique. Une fois que le texte est écrit, la politique n'existe pas. Voilà. Et nous sommes entrés dans l'ère du reporting et de la statistique sur la sobriété. Donc depuis le début de la semaine, j'ai eu pas moins de 3 sollicitations avec un ministère qui veut des statistiques au niveau agrégé, mon propre ministère qui veut des statistiques au niveau éclaté par direction, le commissariat, le CGDD au développement durable qui veut encore d'autres statistiques. Donc j'en appelle à une forme de sobriété statistique auprès des chercheurs que vous êtes, parce que derrière, il y a des gens qui les produisent et c'est du temps.
Voilà. Et je voulais enfin signaler 2 pièces de théâtre qui me semblent faire le pont avec nos sujets. La première s'appelle « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?», qui se joue en ce moment, je crois, dans le 19e, et qui traite de la question de « y a-t-il des bons ou des mauvais objets ?» Et puis une autre pièce qui, je crois, ne se joue plus, mais partira en tournée sans doute, et puis il y aura un film qui s'appelle « Le village des sourds », et qui fait le lien entre les objets et le langage, puisqu'il s'agit d'un village où on paye avec des mots. Et je vous laisse imaginer ce qui s'ensuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc Radek Fisek, France Terre d'Asile, c'est une association qui n'est pas caritative, mais qui travaille avec ADN et Dents Solidaires et qui distribue certains objets. Mais aujourd'hui, je suis là un peu contre les collègues qui sont très focalisés sur la réforme qui est aujourd'hui au Parlement, donc qui va nous compliquer légèrement la vie, pour vous parler ou pour vous poser une question, une seule, sur comment s'associer à ce type de recherche, parce que étant un opérateur pour les comptes d'État, une association engagée à la fois, on est souvent celui qui va accueillir les migrants, les demandeurs d'asile et ensuite réfugiés. Dans grande partie de ma propre direction, j'ai à peu près 7000, 8000 personnes chaque année qui sortent avec début d'intégration, d'autonomie. Comment les accompagner dans la construction d'une mode d'accueil qui parle de développement durable, qui intègre la sobriété pour cette population qui est souvent très abîmée, où la consommation simple crée premier plaisir. Et c'est un réflexe un peu cultivé, notamment par les dons d'objets de luxe. Donc, je suis extrêmement intéressé par cette démarche, par possibilité de s'associer ou même puiser dans vos recherches pour construire cette sensibilité, parce qu'on est responsable. On est responsable pour ce modèle qu'on propose souvent les seuls ou comme unique acteur qui va précéder, entrer dans la vie, dans les droits communs. Merci. Ah oui, là, moi, je réponds peut-être sur la partie, effectivement, relation avec les associations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait circuler l'invitation auprès d'un certain nombre de nos partenaires, notamment des franciliens. Nous, dans notre logique, c'est justement... alors, on avait initié ça avec l'ADEME et Valérie, et plus largement avec Dauphine, la fondation et l'université, parce qu'on se connaissait déjà, etc. Mais on est dans une logique, évidemment, tout à fait œcuménique, et surtout de mettre à disposition tout ce qu'on pourra réaliser, construire. Nous, très clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment là pour participer à l'élaboration d'outils qui seront utiles concrètement aux assos, à nous, à nos partenaires, et celles et ceux qui souhaitent effectivement participer, contribuer, etc., elles seront également les bienvenues. Donc là, on s'est doté d'un cadre, si j'ose dire, ou en tout cas d'un fil conducteur, qui est cette initiative de recherche. L'idée, c'est que le plus on sera à s'intégrer, à suivre ce fil conducteur, le mieux ce sera. Donc je pense que là, je parle sous le contrôle de Valérie, ça sera plutôt le début de l'année prochaine, effectivement, où les choses vont progressivement se constituer, qu'on fera un appel à la bonne volonté et aux envies des uns et des autres. Valérie parlait de communauté. Alors, il y a la communauté universitaire, bien sûr, il y a la communauté de recherche, mais pour nous, c'est une communauté élargie avec évidemment les associations, les entreprises, les regroupements d'entreprises, l'État, les collectivités. Enfin, je pense qu'on peut être effectivement dans une logique, encore une fois, très collective là-dessus. Et évidemment que si vous êtes partie prenante, si vous êtes intéressé, on en reparlera bien volontiers. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ah oui, alors pardon, il y avait juste une dernière question, juste derrière. Monsieur... Ouais. Vas-y Virginie, tu parles fort du coup ou... Ouais. Mais quand c'était nécessaire. Tout à l'heure, madame, vous avez évoqué dans vos axes de recherche le rapport au temps. Et en fait, je n'ai pas bien compris quel était le rapport avec sobriété matérielle et
je crois qu'on va se parler au cocktail. Non, parce que c'est long. Non, c'est pas long. En 2 mots, c'est si on veut changer nos modes de consommation, ça demande du temps. Ça demande un temps de prise de conscience. Donc ça, c'est un temps long. Ça demande un temps d'information, de confiance, d'avoir confiance en des nouvelles marques qui sont pas forcément, qui n'ont pas les mêmes attributs forcément des marques qu'on utilise déjà. Donc, il faut apprendre à, en plus, utiliser des nouvelles marques. Et vous parlez effectivement des produits ménagers. On voit que les produits ménagers qui sont beaucoup plus sobres, ils n'ont pas toujours la même efficacité que les produits qui sont pas bons pour l'environnement. Et là, c'est un temps d'apprentissage, de compréhension, etc. etc. Enfin, il peut arriver. Ah, allez-y. Si ça vous est cher, allez-y. Bon, bah là, il faut vraiment qu'on se parle, alors, je crois. Ou alors répartissons mieux les tâches. Je préfère cette deuxième version, moi, personnellement. Mais oui, non, mais oui. Mais malheureusement, ça marche pas. Oui, tout à fait. Ouais. On va faire des ateliers, je crois. On va faire des ateliers. C'est pas prévu, mais on va rajouter des ateliers. Merci en tout cas de vos interventions. Ouais, grand merci à tout le monde. Un grand merci à Valérie. Merci Romain, merci Marianne, merci Pauline. Puis, merci Arnaud aussi. Merci à vous tous. Et merci à mes étudiants qui sont, vous avez vu, plein d'énergie et voilà. Qui font des bons travaux. Et puis merci l'équipe d'organisation mixte Dauphine ADN. ADN aussi, ouais, très présent. Merci beaucoup. Et bien sûr, il y a un petit cocktail si vous avez encore 5 minutes ou 10 minutes. C'est à gauche, là, tout au fond.